Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre. Voici les titres au sommaire de cette édition. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour les ambassadeurs des Pays-Bas et de la Belgique. Ils ont été reçus par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel. La coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs était à l'ordre du jour. La 3e édition du Forum de la diaspora ivoirienne s'est ouverte ce jour à Abidjan. Cette édition vise à encourager les Ivoiriens de l'extérieur à s'impliquer davantage dans le développement du pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à la cérémonie d'ouverture. Les résultats du CEPE session 2019 sont connus depuis ce jour. 447 399 candidats sont admis pour un taux de réussite national de 84,48% contre près de 83% en 2018. Bienvenue dans ce 23 heures. Audience au palais présidentiel, le président de la République Alassane Ouattara a reçu 2 représentants étatiques, l'ambassadeur des Pays-Bas et l'ambassadeur de la Belgique. Ils sont tous deux en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de ces rencontres par Viviane Aïma. Reçu ce lundi 15 juillet au palais présidentiel, l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Robert van den Doel, est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara avant de regagner son pays. En poste pendant presque 3 ans en Côte d'Ivoire, il part avec une haute estime de la gouvernance du chef de l'État ivoirien et affiche son optimisme quant à la bonne tenue du scrutin électoral de 2020. On a vu une grande amélioration du climat des affaires et le retour à la stabilité et la paix du pays à partir de 2011 a aidé le développement des liens économiques entre les 2 pays fortement. Et on était très heureux de voir que les préparations pour les élections en 2020 sont bien en cours. Et il y a des discussions avec nos collègues des États membres de l'Union européenne d'accompagner ce processus très activement. L'ambassadeur Robert van den Doel compte mettre à profit l'expérience qu'il a acquise en Côte d'Ivoire pour réussir sa mission dans son nouveau poste d'affectation au Soudan. En fin de mission également, l'ambassadeur de Belgique, Hugues Chantry, a fait lui aussi ses adieux au président de la République Alassane Ouattara ce lundi 15 juillet au palais présidentiel. Après 4 années de présence en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Hugues Chantry se félicite du bilan de sa mission en Côte d'Ivoire. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Belgique se sont intensifiés, que le nombre d'entreprises belges qui investissent en Côte d'Ivoire a augmenté. En matière de coopération, nous avons pu, il y a 2 ans, relancer la coopération militaire, puisqu'il y a maintenant des officiers ivoiriens qui se forment à l'école royale militaire. Nous avons également la chance, dans quelques semaines, d'avoir normalement l'ouverture ici à Abidjan du bureau régional de Bio. C'est la Banque de développement belge qui va donc maintenant avoir son tout premier d'ailleurs bureau régional ici en Afrique. Ce sera en Côte d'Ivoire. Nous avons également eu des programmes de formation dans le domaine du diamant pour aider les spécialistes ivoiriens à correctement évaluer le prix des pierres avant exportation. Il est vrai que j'ai été aidé en cela par le soutien continu que j'ai reçu des autorités ivoiriennes qui étaient toujours à l'écoute de l'ambassade de Belgique. Et j'ai été également aidé par le soutien que j'ai reçu de Bruxelles, de ma capitale, puisque j'aurais eu le plaisir de voir son Altesse royale, la princesse Astrid, rendre visite à Abidjan, juste au moment où j'étais en poste à Abidjan. Et évidemment, vous pouvez imaginer que c'était un sérieux coup de pouce que j'ai beaucoup apprécié. L'ambassadeur de Belgique, qui achève sa mission, a assuré que son successeur poursuivra dans cette même dynamique le travail entrepris.
Gardons le thème des relations internationales. Ce dimanche 14 juillet, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son épouse ont pris part à la célébration de la fête nationale de la France. L'événement s'est tenu en la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. L'occasion toute trouvée de célébrer aussi les points forts d'une coopération ivoiro-française qui s'enrichit notamment dans les domaines de la sécurité et de l'éducation. Alexis Ouedraogo. Il est 19h30 lorsque le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse font leur entrée à la résidence de l'ambassade de France. La Côte d'Ivoire aux côtés d'une république amie pour célébrer une date historique. Un 14 juillet, c'est d'abord un jour de fierté nationale. Et notre première fierté ce soir, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, c'est votre présence. Point fort d'une coopération qui s'enrichit de plusieurs acquis, notamment dans le domaine de l'éducation, le double diplôme ivoiro-français est désormais une réalité. Dans plus de 80 filières qui vont du doctorat à la licence professionnelle, quand un étudiant obtient son diplôme ivoirien, en même temps, il obtient son diplôme français. C'est une avancée remarquable. Mais dans le même temps, la France doit rester ouverte, notamment aux étudiants. Je relève que cette année encore, le nombre de demandes de visa pour la France a augmenté de près de 10%, avec un taux de délivrance très élevé de 70%. Et pour marquer l'excellence de cette coopération, des visages d'Ivoiriens ayant remporté des distinctions. Mademoiselle Sephora Adjoumani rejoint en septembre le prestigieux collège militaire d'Autun dans le cadre du jumelage avec le MPT de Blaingerville. Pierre-Richard Daufonsou est le major du bac 2019, tous établissements confondus, avec une moyenne de 19,32 sur 20. J'appelle Bénédicte Johan, Emilienne Koulibaly et Guy Calou au Festival de Monaco pour le film Camissa. Nous sommes fiers de vous soutenir. La fête a pris fin avec Balpoussière. Le forum de la diaspora ivoirienne s'est ouvert ce lundi à Abidjan pour cette 3e édition. L'objectif est d'encourager les Ivoiriens vivant à l'extérieur à s'impliquer davantage dans le développement du pays autour du thème « Talents et investisseurs, le rendez-vous de l'emploi et des opportunités ». Alexis Ouedraogo. Ils sont un peu plus d'1 200 000 Ivoiriens à vivre à l'étranger. Une diaspora qui génère chaque année quelques 180 milliards de francs CFA de flux financiers et réalise plus de 10 milliards de francs CFA d'investissement direct. Une manne importante qu'entend capter l'État ivoirien. L'objectif de ce forum, c'est de voir comment la Côte d'Ivoire pourrait maximiser les 180 milliards de francs CFA qu'elle reçoit par an des transferts des fonds. Car seuls 10 milliards de cette somme vont à des projets productifs. C'est totalement insuffisant. Si le regard sur l'immigration n'a pas fondamentalement changé, dans les enceintes internationales, il est reconnu que le transfert d'argent vers l'Afrique par la diaspora induit des effets importants de développement. Tout au long de ces 2 jours de débat, il s'agira de répondre à la question suivante. Quelle politique mettre en œuvre pour maximiser ce potentiel de développement? Autrement dit, quelle approche novatrice faut-il privilégier pour inciter notre diaspora à prendre toute sa part dans le développement de notre pays? Pour le chef du gouvernement, c'est aujourd'hui le temps pour la diaspora de s'approprier sa mission au service du développement. Il s'agit de capter et de tirer le meilleur profit de cette richesse en expertise et en compétences dans des domaines variés. Je voudrais donc, à la suite du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, lancer à nouveau un appel pressant à l'ensemble de la communauté ivoirienne expatriée pour lui dire que la Côte d'Ivoire leur offre aujourd'hui un environnement des affaires attractif, d'immenses opportunités et des mécanismes d'accompagnement efficaces pour un avenir radieux ici dans leur pays. Et l'État veut aller plus loin en impliquant la diaspora pour des solutions pérennes. Je reste convaincu
que ce forum nous permettra de poursuivre l'enrichissement de notre politique sur la gestion de la diaspora. Nous attendons également que des stratégies concrètes et innovantes soient proposées par les Ivoiriens de l'extérieur eux-mêmes pour la construction de véritables partenariats de groupes d'entreprises compétitives capables de s'insérer dans la durée dans le tissu économique national. La rencontre a vu la signature d'un accord entre le Fonds de solidarité africain et l'État de Côte d'Ivoire et devra permettre la mise en place d'un mécanisme de soutien aux investissements de la diaspora dans le pays. Dans l'enseignement supérieur, la session 2019 du brevet de technicien supérieur s'est ouverte ce lundi. Plus de 56 314 candidats sont attendus dans les salles de composition cette année. La première étape, l'épreuve orale, démarrée ce jour, prendra fin le 20 juillet prochain. Serge Coléa. Il est 8h30 ce lundi 15 juillet. Nous sommes dans un centre d'examen du BTS à Cocody. Candidats, enseignants et responsables ont répondu présents pour l'entame des épreuves orales du brevet de technicien supérieur session 2019. On est un peu stressé, voilà. C'est vrai qu'on a eu le temps de se préparer, mais on n'est jamais prêt. Salle de composition, tableau d'affichage, matériel informatique, tout est prêt pour accueillir les candidats. Nous avons ici sur ce centre 180 enseignants. Je pense que ceux qui ont été invités pour cette journée sont tous là. Nous avons eu la réunion technique. À partir de là, on les a affectés dans les salles. Pour veiller au bon déroulement de cette première phase du BTS, le ministre Albert Mabritoakis a dépêché Ibrahim Lokpo. Le directeur général de l'enseignement supérieur appelle les uns et les autres à plus de responsabilités. Nous avons eu à sensibiliser ce matin tous les acteurs, les interrogateurs, pour leur dire que nous sommes là tous responsables de notre pays et qu'il faudrait faire en sorte que notre diplôme, le BTS, soit crédible. Et nous avons signifié clairement aux acteurs que celui qui s'est fait prendre, il va être sanctionné. Même ambiance dans la commune du Plateau. Dans ce centre, l'heure est à la concentration avant l'oral professionnel d'informatique. C'est bien organisé. Il y a le tableau d'affichage, tonton de passage. Je me suis préparée, donc je n'ai rien à craindre. Du 15 au 20 juillet, 56 414 candidats seront évalués. Les épreuves écrites et les pratiques professionnelles des filières industrielles et tertiaires débuteront le 22 juillet pour prendre fin le 3 août 2019. Les résultats du CEPE session 2019 sont désormais connus. Cette année, le taux de réussite connaît une légère hausse. 447 399 candidats ont été admis, ce qui représente 84,48% contre 83,57% en 2018. Écoutons cette adresse. 529 595 candidats ont pris part aux compositions. Sur cet effectif de présent, 447 399 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite à la session 2019 de 84,48% contre 83,57% en 2018 et 80,98% en 2017. Les candidats et leurs parents doivent savoir qu'ils disposent, comme c'est la règle au CEP, de 7 jours pour introduire leurs réclamations. Les suites des requêtes introduites seront proclamées le mardi 23 juillet 2019 à 9h après la tenue des jurys spéciaux. Voilà, c'est une communication de la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. C'est donc une année scolaire qui s'achève en gaieté pour les candidats reçus à l'examen. Petit tour d'ambiance dans les écoles à l'annonce des résultats. Groupe scolaire de Plateau Nord dans la commune de Cocody. Nous sommes à 15 minutes de la proclamation des résultats du certificat d'études primaires élémentaires CEPE.
Anne-Marie, candidate, est venue avec sa mère. La confiance est de mise. La première fois que je fais le CMD, je sais ce que je vais passer. On a travaillé, je suis sûre que ma fille va avoir. 14h15, c'est le moment des résultats. Confirmation de l'optimisme de Anne-Marie, elle est admise. Je suis très contente parce que j'ai bien travaillé plus pour que mes parents soient fiers de moi. Je suis très contente pour ma fille. Ambiance contrastée, joie et tristesse au moment où nous quittions les lieux. Même décor au groupe scolaire Aris Daboboté, commune d'Abobo. J'ai eu 152,56. Je suis heureuse. Depuis le CP1 déjà, nous avons commencé à préparer son entrée en 6e. CPE 2019, une hausse de près d'1% cette année, selon les statistiques au plan national, 84,48% de réussite contre 83,57% l'année dernière. Gardons le même temps et rendons-nous à Gagnoa, où le village de Tcheguélé affiche 100% de réussite au CEPE. Le compte-rendu de Eugène Atoubé. C'est la joie chez ces enfants, heureux de leur réussite à l'examen du CEPE. Nous sommes à l'EPP Tcheguélé, village de la commune de Gagnoa, jour de la proclamation des résultats du CEPE. Dans ce centre, l'excellence prônée par le gouvernement et les autorités éducatives trouve son illustration. 100%. Avec 155,04 points à part Nomel Jean-Christ. « 100% de réussite à l'examen du CEPE, les élèves du village de Tcheguélé ont fait fort cette année. Ils font la fierté de leurs enseignants et honneur à leurs parents qui ne ménagent aucun effort malgré leurs conditions de vie difficiles pour assurer à leur progéniture de bonnes conditions de travail. Ils sont eux-mêmes sensibilisés par les enseignants à l'idée que l'école peut garantir l'avenir de leurs enfants. Merci aux élèves, merci aussi aux parents qui ont bien voulu écouter nos conseils, qui ont mis ces conseils en pratique et qui nous ont donné ce merveilleux résultat. Le président de la République qui a mis à la disposition de Tcheguélé un groupe scolaire. Tout récemment, nous avons bénéficié de 6 nouveaux logements. Le secret, c'est les moyens. Le secret, c'est la rigueur, c'est le travail. Je souhaite que demain, on dise à Tcheguélé, j'étais ancien élève de Tcheguélé, je suis ministre. J'étais ancien élève de Tcheguélé, je suis directeur général. Les enfants qui ont toujours rêvé d'intégrer les collèges de Gagnoa et ses environs sont comblés. Ils vont abandonner leur culotte pour le pantalon et apprendront l'anglais, et juste au prix de leur ardeur au travail. Et toujours dans le domaine de l'éducation, le Festival national des arts et de la culture est à sa 8e édition. L'événement se tient à Agboville sur le thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Jusqu'au 20 juillet prochain, 142 groupes seront en compétition dans 10 disciplines de la culture. Suivons ce compte-rendu de Issa Yeo. Défilé des festivaliers, prestations de jeunes poètes et artistes. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FESNAC-MIS, 8e édition, vient d'ouvrir ses portes à Agboville. Pendant 5 jours, plus de 100 groupes vont montrer leur talent et leur savoir-faire en matière d'art dans la capitale de l'Anyébi-Tiassa. Ce festival, c'est la promotion de la culture. Parce que nous commençons le festival dans les écoles, ensuite des compétitions au niveau communal, au niveau régional et au niveau des districts. Les cadres de la région saluent le choix de leur cité pour abriter ces festivités. C'est une grosse responsabilité de recevoir des milliers d'enfants. C'est pas aisé, donc il faut réussir à leur permettre d'assurer une bonne compétition, mais surtout d'être dans des bonnes conditions, de terminer ce festival et de rentrer chez eux sains et saufs. L'Anyébi-Tiassa, c'est la région d'un grand musicien de ce pays, Aspro Bernard. Il est important donc de savoir que c'est un hommage rendu à cette région qui aime l'art, qui aime la culture, qui aime la musique. Tout en rendant hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur de l'éducation
en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle exhorte les jeunes à l'entrepreneuriat. Le FENACMIS est un axe important de la politique de développement de l'entrepreneuriat dans nos écoles, car il vise la promotion des valeurs citoyennes et éco-citoyennes. Il vise fondamentalement la connaissance et la pratique des métiers des arts et de la culture, la création d'entreprises culturelles, la valorisation de l'industrie culturelle, l'exaltation et l'enrichissement du patrimoine culturel national, le brassage interculturel, la promotion du vivre ensemble dans une dynamique du développement durable. 10 disciplines sont retenues afin de mettre en exergue le génie créateur des élèves à cette 8e édition du FESNAC-MIS ayant pour thème civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Le festival prend fin le 20 juillet prochain. Les douanes ivoiriennes réalisent de belles performances. C'est ce qu'en tout cas conclut les douanes ivoiriennes à la fin du premier semestre de l'année 2019. Elles ont mobilisé un peu plus de 916 milliards de francs CFA quand l'objectif de recouvrement de départ se chiffrait à 906 milliards de francs CFA. Une plus-value de 10 milliards de francs CFA rendue possible grâce aux scanners installés sur plusieurs postes frontières. Les explications de Lanciné Bakayoko. Sur les 916 milliards de recettes collectées au premier semestre 2019, les droits et taxes sur les marchandises générales se taillent la part du lion avec 474 milliards contre 206 milliards pour les produits pétroliers. Quant aux recettes à l'exportation, elles se lèvent à 221 milliards. Au titre de la mission de protection et de sécurisation des populations, plus de 620 tonnes de marchandises illicites ont été saisies. Il s'agit essentiellement de produits pharmaceutiques prohibés, de stupéfiants et d'articles de contrebande. En ce qui concerne la lutte contre la criminalité transfrontalière, environ 3 milliards de francs CFA ont été interceptés en une seule prise à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Toutes ces opérations ont été réalisées grâce en partie au déploiement de scanners sur les différents sites frontières. Pour l'année 2019, l'objectif de recettes assigné aux douanes ivoiriennes est de 1886 milliards de francs CFA. Une grande opération de démantèlement des dispositifs publicitaires dans le district d'Abidjan a été lancée par le ministère de la Communication et des Médias. Une action qui a pour objectif d'assainir et réorganiser l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Assainir et réorganiser le secteur de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du ministère de la Communication et des Médias. Le ministre Sidi Timoko Touré et le Conseil supérieur de la publicité ont lancé l'opération de démantèlement de panneaux publicitaires au carrefour du district d'Abidjan. Après une visite à Port-Boué sur l'un des 5 carrefours identifiés, le ministre a procédé symboliquement à la destruction de dispositifs publicitaires illégaux à Djamé. Ces panneaux publicitaires démantelés violent les dispositifs du décret 2007 sur l'affichage publicitaire. Les différents acteurs qui sont les régies ont été sensibilisés depuis bientôt plusieurs mois sur le respect des modalités d'exercice de leur métier. Parce que vous constaterez comme moi, tous les différents carrefours sont pollués par des installations anarchiques de panneaux publicitaires, ce qui est interdit par le décret de 2007. Et par ailleurs, dans le même décret, il est recommandé l'interdistance de 75 à 150 mètres selon les conditions entre les différents panneaux, ce qui n'est pas le cas. Pour la première phase, plus de 80 panneaux dans le district d'Abidjan sont concernés par l'opération. Après moult sensibilisations, lancée effectivement l'opération de démantèlement systématique de tous les panneaux qui sont en infraction sur toute l'étendue du territoire national. Dorénavant, force doit demeurer à la loi par rapport à l'exercice du métier d'afficheur en Côte d'Ivoire. Et c'est ce message que nous avons voulu passer aux différents acteurs qui sont encore réticents, qui pensent qu'ils peuvent prospérer dans le désordre. Le démantèlement s'inscrit dans une phase de coercition après le recensement de 1623 dispositifs implantés en violation de la réglementation sur l'affichage publicitaire. Rencontre à Niamey au Niger des ministres en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté œuvrant dans le projet Suède.
L'objectif de cette réunion est de mobiliser pour les 5 prochaines années 55 milliards de francs CFA pour accompagner la mise en œuvre du projet d'autonomisation de la femme dans la sous-région Mamadou Kouassi. La mobilisation de 55 milliards de francs CFA par l'État pour les 5 prochaines années au sein d'une table ronde dans la capitale du Niger. Les ministres en charge de la lutte contre la pauvreté des pays membres du projet Suède se concertent pour la mise à échelle des projets d'autonomisation des femmes des pays du Sahel. La ministre Maria Toukone, présidente du comité régional de pilotage du projet Suède, soutient que cette mobilisation de ressources est la résultante des efforts consentis dans la phase 1 de ce programme en vue de contribuer à son extension. Dans la plupart des pays au sud du Sahara et particulièrement dans le Sahel, la dynamique démographique reste marquée par un fort taux de fécondité, au-delà de 5 enfants par femme, également une forte proportion de la population des enfants de moins de 15 ans et un fort taux de dépendance. Ce contexte engendre des exigences budgétaires énormes pour la satisfaction des besoins sociaux sans cesse croissants, ce qui laisse peu de ressources disponibles pour le développement économique et pour le bien-être. Notre objectif est d'accélérer la transition démographique et réduire les inégalités de genre dans la région. Pour y arriver, la ministre Maria Toukone et ses pairs, membres du projet Suède, comptent sur le soutien des organisations internationales et sur le secteur privé. La mobilisation des ressources, selon le professeur Maria Toukone, permettra de contribuer à l'autonomisation des femmes et aussi assurer une éducation à la jeune fille et contribuer également dans la prise en charge des jeunes filles déscolarisées. Un panel sur l'éducation de la jeune fille a permis à la ministre Kandia Camara de présenter les acquis de la Côte d'Ivoire. On avait un taux de scolarisation de 72% en 2009. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de scolarisation de 91,3%. L'école est gratuite en Côte d'Ivoire pour le moment en ce qui concerne le préscolaire et le primaire. Donc les kits et manuels scolaires sont distribués gratuitement à tous les enfants. Donc le fait de rapprocher l'école des populations a permis aussi aux parents de scolariser leurs enfants. Déjà, 600 millions de personnes ont été sensibilisées sur les mariages précoces, les violences basées sur le genre, la promotion de l'éducation des filles et l'accès aux services de santé de la reproduction. Le Suède est le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Le nombre de pays membres de cette organisation pourrait passer de 7 à 11 d'ici à 2020. À Yamoussoukro a eu lieu la 7e édition des Journées nationales des ressources humaines, une plateforme d'échange entre professionnels du secteur des ressources humaines en Côte d'Ivoire, dont nous parle Kader Sogodogo. Échanger sur des thématiques d'intérêt général et proposer des solutions concrètes et pragmatiques pour l'amélioration continue des processus du métier dans les entreprises pour leur croissance. Telle est la vision des Journées nationales métiers. Le mois de juillet est consacré aux Journées nationales des ressources humaines. Cette année, la 7e édition met l'accent sur le digital. Quel impact sur la fonction RH? Des dirigeants d'entreprises présentent leur modèle de réussite à partir du digital. Le département des ressources humaines dans les organisations joue donc un rôle central dans l'identification des techniques à faire évoluer et les évolutions qui sont importantes d'être prises en compte pour les collègues en entreprise, de manière à ne pas être surpris et de ne pas être les clowns de l'évolution digitale. Des journées soutenues. Notre présence marque la volonté du FDFP de s'impliquer plus fortement dans cette activité et notamment dans tout ce qui concerne la formation professionnelle continue, l'apprentissage et surtout la relation emploi-qualification. Pendant 3 jours, ces professionnels des ressources humaines venus de différents secteurs ont partagé de bonnes pratiques, les innovations du moment. Tout le sens d'ailleurs de ces journées. L'échange qu'il y a eu pendant les différentes sessions témoigne donc du fait que pour les ressources humaines, une nouvelle ère est en train de s'écrire en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et participer à ce genre de rencontres nous permet d'être au fait de cette nouvelle dynamique qui doit transformer nos organisations. Les Journées nationales des ressources humaines sont un concept du groupe RH-MAG en partenariat avec le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI.
À présent, un mot de religion. C'est ce lundi 15 juillet qu'est prévu le départ du premier contingent étatique pour le Hajj 2019. Cette année 2019, au total, 8500 personnes effectueront le pèlerinage à la Mecque, dont environ 6000 pèlerins prévus pour le contingent étatique. Et voilà, on s'arrête ici pour cette édition d'information. Rendez-vous demain, même heure, pour un autre journal. Très bonne fin de soirée chez vous.